Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver ici en direct de notre studio spécial pendant toute la durée de cette Coupe du Monde au Brésil. Avant d'évoquer le football en deuxième partie de journal et de parler bien sûr des éléphants, voici les titres de cette édition de BBC Info. La joie des mineurs du Platine en Afrique du Sud, ils ont signé un accord mettant fin à leur grève de 5 mois. Au moins 1000 morts en Irak dans 3 semaines de combat, en majorité des civils. C'est le tout dernier bilan fourni par l'ONU. La Côte d'Ivoire a rendez-vous avec son destin ce soir en Coupe du Monde. Contre la Grèce, les éléphants peuvent se qualifier pour les 8e de finale. La fin d'une grève qui aura mis à genoux la deuxième économie d'Afrique. Les mineurs du Platine en Afrique du Sud ont signé aujourd'hui un accord avec les groupes miniers pour mettre fin à une grève de 5 mois. Les mineurs devraient reprendre le travail à partir de demain. Les grévistes ont obtenu le doublement de leur salaire. C'est moins qu'ils ne l'espéraient, mais suffisamment pour susciter une véritable explosion de joie à Rustenburg, la ville minière. Le récit de Léon Ouedraogo. Une ambiance de match de foot au stade Bafokeng de Rustenburg réunit ici une bonne partie des 70 000 mineurs grévistes du Platine qui ne travaillent plus depuis 5 mois. Ils demandaient un triplement de leur salaire. Ils ont finalement obtenu un doublement étalé sur une durée de 3 ans. Le chef du syndicat Amkou, Joseph Mutunjwa, demande aux membres s'ils acceptent l'offre des groupes miniers. Oui, répondent-ils en chœur. Après des mois de privation, les mineurs laissent éclater leur joie. Je suis très heureux. Je sais que nous avons infligé une terrible blessure à l'économie sud-africaine, mais à présent nous sommes prêts à guérir cette blessure. La plus longue grève dans l'histoire du secteur minier sud-africain a plongé l'économie en récession. Le PIB s'est contracté de 0,6% au premier trimestre. Les producteurs de platine ont perdu plus de 2 milliards de dollars et sont affaiblis durablement. Le syndicat militant Amkou sort du conflit renforcé. Mais l'image du pays auprès des investisseurs étrangers s'est considérablement dégradée. Et sur les marchés financiers, c'est le soulagement. La monnaie sud-africaine, le rand, grimpe à ses plus hauts niveaux depuis 2 semaines face au dollar. Les combats en Irak ont fait plus d'1 millier de morts depuis le début du mois, selon les observateurs de l'ONU. La plupart de ces morts sont des civils. Sur le terrain, les djihadistes affirment avoir pris le contrôle de la plus grande raffinerie du pays, Badji. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est quant à lui rendu au Kurdistan aujourd'hui, où il a appelé à l'unité du pays. Compte rendu de Vénus Nchimiyimana. Le gouvernement irakien affirme toujours avoir le contrôle de Baïji, la plus grande raffinerie du pays. Même ces images et vidéos prises par des avions militaires irakiens montrent qu'il y a eu des combats violents. Ils ont pris pour cible des combattants de l'EIL qui avaient encerclé la zone. Ces images prises par satellite au cours des derniers jours, en plus des photos terrestres, semblent confirmer que la raffinerie a été assiégée. Ce matin, une source gouvernementale a affirmé qu'ils avaient repoussé 3 attaques séparées des islamistes sunnites au cours des dernières 24 heures. Mais d'autres informations indiquent que la raffinerie est contrôlée par les combattants de l'EIL. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain John Kerry était à Erbil, dans la région autonome kurde d'Irak, pour des entretiens avec son président Massoud Barzani, un homme qui a déjà laissé entendre que la guerre en cours peut conduire à l'indépendance de sa région, alors que les États-Unis souhaitent l'unité du pays pour faire face à la menace posée par l'EIL. Fondamentalement, il doit y avoir un gouvernement ici pour qu'il y ait une stratégie pour l'avenir, parce que les frappes ne vont pas changer la donne. Vous devez avoir une stratégie globale qui est mise en œuvre, qui est principalement une stratégie politique.
Mais plus que la politique, c'est la menace à la sécurité qui préoccupe les dirigeants irakiens. La milice kurde et les Peshmerga sont en train de combattre les islamistes de l'EIL. L'armée irakienne dans son ensemble n'a pas pu faire face à l'offensive, bien que les volontaires continuent de se faire enrôler. Lors de sa visite à Bagdad, John Kerry a promis la livraison d'armes à l'armée irakienne, mais il n'y a eu aucune promesse de frappes irakiennes. Et à défaut de ce soutien indispensable, les forces irakiennes auront du mal à repousser la menace posée par les insurgés. Le reste de l'actualité en bref, avec d'abord une nouvelle flambée de violence en Centrafrique. Au moins 17 personnes ont été tuées dans le centre du pays, à Bambari. Il s'agissait de peuls musulmans. Ils ont été attaqués par des miliciens chrétiens anti-Balaka. Le massacre aurait entraîné des représailles de combattants de l'ex-rébellion Seleka. Encore un enlèvement de jeunes filles au Nigeria. Une soixantaine d'entre elles ont été kidnappées dans l'état de Borno par des militants présumés de Boko Haram. On est toujours sans nouvelles des 200 écolières enlevées par Boko Haram en avril dernier. Au Soudan, la femme chrétienne libérée hier a de nouveau été arrêtée aujourd'hui à l'aéroport de Khartoum. Myriam Ibrahim tentait de quitter le pays quand elle a été interpellée par une quarantaine de membres des forces de sécurité. Elle avait été condamnée à mort pour apostasie avant d'être libérée hier. Vladimir Poutine lève la menace d'une intervention militaire en Ukraine. Le président russe a demandé au Parlement de révoquer l'autorisation donnée à l'armée russe d'intervenir chez son voisin. Ce geste d'apaisement a été salué par le président ukrainien Petro Poroshenko. Mais sur le terrain, notez qu'un hélicoptère de l'armée ukrainienne a de nouveau été abattu aujourd'hui par des séparatistes dans l'est du pays. Le président égyptien n'interviendra pas pour faire libérer les journalistes d'Al Jazeera, condamnés hier à 7 ans de prison. Abdel Fattah al-Sisi ne veut pas, dit-il, s'ingérer dans les affaires de la justice. Ce verdict suscite toujours une vague d'indignation dans le monde. Des centaines d'employés de la BBC et d'autres médias internationaux ont observé ce matin une minute de silence à Londres en soutien à leurs 3 collègues emprisonnés en Égypte. Séverine Dieudonné. Manifester son indignation en silence. Devant les bâtiments de la BBC à Londres, de nombreux journalistes se sont réunis pour protester. Je pense que là, il y a une question de principe et c'est pourquoi la BBC, qui défend la liberté d'expression et la liberté des journalistes d'exercer en toute liberté leur métier, doit se mobiliser lorsque de tels événements se déroulent. On empêche les journalistes de faire leur travail. Beaucoup de journalistes à Londres et dans les différents bureaux de la BBC à travers le monde s'identifient aux journalistes emprisonnés. Certains les connaissent personnellement, alors que d'autres ont le sentiment qu'ils pourraient se retrouver dans la même situation, emprisonnés pour tenter de couvrir, de manière impartiale, le conflit politique en Égypte. L'équipe d'Al Jazeera comprend de gauche à droite Mohamed Fahmy, Baher Mohamed et Peter Grest, dont la famille est toujours sous le choc du verdict. I know Peter is being very, very strong, and Je sais que Peter a un moral d'acier. Ce sera vraiment difficile pour lui, mais je sais qu'il s'en sortira. Le journalisme n'est pas un crime, sinon vous seriez tous derrière les barreaux. C'est aussi simple que ça. Cet homme, notre fils Peter, est un journaliste de renom, ce n'est pas un criminel. Malgré la mobilisation internationale, le président égyptien a déclaré qu'il n'interviendra pas dans cette affaire. J'ai joint le ministre de la Justice à qui j'ai dit que je ne veux pas m'immiscer dans ces affaires. La justice égyptienne est indépendante. Nous ne devons pas faire des commentaires désobligeants sur les institutions de la République. Nous respectons les décisions de justice. Désormais, l'espoir d'une quelconque grâce présidentielle s'amenuise. Les journalistes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Leur avocat s'apprête à faire appel. Et on enchaîne tout de suite avec la Coupe du Monde.
Et avec moi en studio, Emmanuel Coste, comme tous les soirs. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Olivier. Alors, les choses deviennent sérieuses là dans le groupe D avec les derniers matchs et un gros qui pourrait rester sur le carreau ce soir entre l'Italie et l'Uruguay. Oui. 0-0 après une demi-heure de jeu dans ce match très important bien sûr pour l'une et l'autre équipe. Un nul suffit aux Italiens, une victoire impérative pour les Uruguayens. Pourquoi ? Bien parce que les deux équipes ont le même nombre de points, mais l'Italie a une meilleure différence de but. Donc pour le moment, ça sied bien à l'Italie. Mario Balotelli, carton jaune, il ratera le 8e de finale si toutefois l'Italie se qualifie. Car dans l'autre match, Angleterre-Costa Rica qui se joue simultanément, c'est toujours 0-0, mais le Costa Rica, vous le savez, est déjà qualifié avec 2 victoires contre l'Uruguay et l'Italie. Donc le Costa Rica est sûr de terminer, disons, dans les 2 premiers, mais pour terminer en première position, il lui faut assurer le match nul. Et dans ce cas-là, le Costa Rica jouerait peut-être en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire. Pour les Anglais, c'est déjà trop tard, ils sont éliminés. Venons-en au match ce soir que tout le monde attend, bien sûr, le match de la Côte d'Ivoire contre la Grèce. Les éléphants qui peuvent écrire une page de leur histoire ce soir. Oui, parce que jamais ils ne se sont qualifiés en 3 participations, c'est leur 3e. Jamais ils ne se sont qualifiés pour un 2e tour lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Là, ils en ont la possibilité. Ils sont seconds dans le groupe C. La Colombie est leader avec 6 points. La Côte d'Ivoire seconde avec 3 points. Alors, pour simplifier, ils se qualifieront pour le 2e tour s'ils gagnent, bien sûr, contre la Grèce ce soir, ou s'ils font match nul. Mais attention, il y a 2 conditions. Si les éléphants font match nul, il ne faut pas que le Japon gagne face à la Colombie dans l'autre match avec 2 buts d'écart, et il ne faut pas surtout que les Japonais marquent 3 buts de plus que les Ivoiriens. J'espère que vous me suivez, c'est un petit peu compliqué, mais on en est au calcul. Oui, j'ai surtout retenu que la Côte d'Ivoire ferait mieux de gagner pour éviter tous ces calculs. Car la Grèce n'est pas éloignée non plus de la qualification en cas de victoire contre la Côte d'Ivoire. Emmanuel, je vous propose d'écouter le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi. Il avait l'air confiant hier lors de sa dernière conférence de presse. Sortir du groupe, on savait que ça allait être difficile. C'est difficile, on l'a vu lors de notre dernier match, et on sait que ce sera encore beaucoup plus difficile demain face à une équipe grecque. Et la confiance que j'ai de mes joueurs me remplit de joie et de bonheur, parce que j'ai une chance extraordinaire d'être là où je suis. Nous le savons. Les joueurs ont bien conscience également de l'importance du travail qu'ils ont fourni. Demain, j'espère qu'ils récolteront tout ce qu'ils ont semé pendant ces 2 ans d'efforts et de sacrifices. Grèce-Côte d'Ivoire, c'est ce soir à 20h en temps universel. Emmanuel, un mot de cette qualification du Brésil hier soir contre le Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'on a vu le vrai visage du Brésil enfin ? Il commence à se dessiner, ce vrai visage. Il monte en puissance, c'est évident. Neymar est en pleine forme, il a marqué 4 buts. Il est en tête au classement des buteurs, soit dit en passant. Quand il est sorti, parce qu'il est sorti en 2e période, les Brésiliens ont un petit peu tâtonné. Ça s'est vu, son absence. Mais en fait, ils se sont repris. Ils ont marqué 4 buts à cette mauvaise défense camerounaise qui, en tout et pour tout, n'aura marqué qu'un but. On aura encaissé 9 dans cette compétition. On ne va pas revenir sur le Cameroun. Mais le Brésil monte en puissance. Le vrai visage du Brésil se dessine enfin. Emmanuel Coste, merci beaucoup. Et en marge de la Coupe du Monde, un mot de Yaya Touré, qui a de nouveau critiqué son club de Manchester City. Le milieu de terrain ivoirien affirme que le club lui aurait refusé des congés en fin de saison pour passer du temps avec son frère très malade. Ibrahim Touré est décédé la semaine dernière d'un cancer. Manchester City, pour l'instant, n'a fait aucun commentaire. Tennis à Wimbledon, Roger Federer s'est qualifié pour le 2e tour. Le septuple vainqueur du tournoi a véritablement balayé l'Italien Lorenzi en 3 petits sets, 6-1, 6-1, 6-3. Pour Rafael Nadal, ça a été un petit peu plus difficile. Le numéro 1 mondial a perdu le premier set contre le Slovaque Klizan. Il a gagné les 3 autres pour se qualifier il y a quelques minutes. Chez les dames, on attend d'un instant à l'autre l'entrée en piste de la favorite, Serena Williams. Et on va se quitter sur ces images du Brésil. Regardez bien ce groupe d'amis sur la plage. L'avant-dernier sur la droite. Est-ce que vous le reconnaissez ? On dirait Neymar. Seulement ce n'est pas la star brésilienne du football, c'est un sosie. Il s'appelle Thiago Mendes. Il est évidemment très demandé pendant cette période du mondial. Thiago Mendes ambitionne de percer dans la musique. D'où cette chansonnette qu'il a poussée sur la plage de Copacabana. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon match ce soir si vous regardez les éléphants.